Ce qu'il faut toujours prévoir, c'est l'imprévu. Victor Hugo. À l'ère numérique, le monde du travail, nos métiers et nos façons de les exercer sont en pleine mutation. Les actifs, les entreprises et le secteur RH sont appelés à se réinventer. Dans ce podcast, je vous invite à un exercice de prospective et à réfléchir dès maintenant au monde d'après-demain, celui où les enfants d'aujourd'hui arriveront sur le marché du travail. Je m'appelle Hervé Obolt et vous écoutez Génération Alpha, le podcast qui explore le futur du travail, produit avec le soutien de Fujitsu. Au cours des 2 saisons de Génération Alpha, nous avons eu l'occasion de rencontrer des dizaines d'experts de tous horizons, dont les regards tournés vers l'avenir nous ont éclairés sur le futur du travail. Nous avons parlé de sujets RH, des modes de formation et de collaboration, de management, de technologie et d'intelligence artificielle, souvent, de recrutement aussi, et même de science-fiction. S'il semble assez évident que toute entreprise se doit d'envisager l'avenir, toutes ne s'y projettent pas de la même manière et pas forcément avec le même engagement. Les acteurs de la tech sont en première ligne, mais d'autres secteurs d'activité pensent le futur du travail. Alors pour conclure cette 2e saison, nous avons choisi de donner la parole à 3 entreprises qui ont intégré la prospective à leurs activités de manière singulière pour voir ce que cela implique dans leur business et comment elles appréhendent l'avenir. J'ai donc eu des conversations passionnantes avec Olivier Desbier en charge de la prospective pour le groupe AXA, Nicolas Diacono, Technology and Digital Trends Manager chez BNP Paribas Personal Finance et Bruno Cirletti, VP Cloud and Digital Business Western Europe chez Fujitsu. Le groupe AXA est un acteur majeur de l'assurance dans le monde qui compte près de 150 000 salariés, dont 110 000 en France. Alors quand on assure des millions de particuliers ainsi que des entreprises, il semble évident de s'intéresser à l'avenir. Si la démarche d'AXA dans ce sens est assez traditionnelle, le poids de ce service s'est affirmé avec les années. Il a d'abord été rattaché à la stratégie, puis aux affaires publiques, avant de rejoindre un département plus large en 2019, qui comprend le développement durable et finance notamment des activités de recherche dans 3 domaines en particulier, le climat et l'environnement, la santé, les enjeux socio-économiques, auxquels s'ajoute la technologie. Un investissement qui va au-delà de l'étude du risque et du métier d'assureur pour comprendre les tendances émergentes de notre société et d'anticiper leur impact. Alors la première question que j'ai posée à Olivier Desbier, en charge de la prospective pour le groupe AXA, concernait l'horizon temporel dans lequel il se projette. En moyenne, ce qu'on essaie de faire, déjà, c'est d'être au-delà de 5 ans. Pourquoi ? Parce qu'on considère qu'en gros, que de 0 à 5 ans, c'est soit un peu du business as usual. Alors, je vous dis ça, et à la fois, je trouve ça très présomptueux, parce que je trouve que les 3 dernières années devraient nous amener à beaucoup d'humilité. Le monde a considérablement changé en très très peu de temps. Donc, on voit bien aussi que les bouleversements peuvent arriver extrêmement rapidement. Donc, pour répondre à ces questions comme de l'horizon temporel, on essaie de se projeter au-delà de 5 ans, en règle générale, pour être au-delà de quelque chose de plus traditionnel. Et puis, essayer d'éclairer le temps long, donc être plutôt à 10, 15 ans. Moi, je pense que la bonne démarche, c'est de l'adapter au sujet que vous traitez. Ça dépend un petit peu de la pertinence. Quand on parle du métaverse, on considère que l'horizon, pour les plus enthousiastes, c'est de voir quelque chose à 10 ou 15 ans, donc on va se mettre dans cet horizon-là. Sur des enjeux environnementaux, on va peut-être plus se positionner à 2050 parce que c'est un petit peu un horizon temporel pour le zéro émission nette. Donc là, on va adapter en fonction des sujets qu'on traite. Et vraiment, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe beaucoup de temps à lire d'autres rapports de prospective, à échanger avec des experts, à être au contact également de chercheurs qui peuvent aussi être des experts, et ensuite donc à rédiger des analyses prospectives. Donc certaines, en grande partie plutôt des analyses pour l'interne, pour éclairer sur des sujets qui ont une portée stratégique pour le groupe, avec des recommandations qui sont associées. Et on a également d'autres publications, un rapport de prospective annuel qui est ouvert sur l'extérieur et qui a vocation plus à essayer de donner une vision, comment est-ce qu'un grand assureur voit des évolutions et des transformations sociétales qui sont pertinentes par rapport à ses activités. Pour sa part, BNP Paribas Personal Finance, numéro 1 du financement aux particuliers en France et en Europe, au travers de ses activités de crédit à la consommation, présent dans 30 pays auprès de 25 millions de clients, a créé l'échangeur. Il s'agit d'un centre de veille prospective chargé d'observer les tendances qui toucheront la société dans les 5 à 10 ans à venir. Nicolas Diacono y est chargé d'identifier les technologies qui vont influer sur le quotidien des actifs et le comportement des consommateurs afin d'accompagner les partenaires de BNP Paribas Personal Finance et ses clients, qui sont principalement des retailers implantés en Europe. Alors notre champ d'investigation est assez large pour ce qui me concerne, puisque c'est vraiment toutes les innovations technologiques un peu prospectives, même si le temps de latence entre ce qu'on peut voir dans des labos et la mise sur le marché va être beaucoup plus vite.
En tout cas, c'est des choses très larges. Ça peut être l'intelligence artificielle, la robotique, la mobilité évidemment, parce que c'est une grosse ligne de business pour BNP Paribas Personal Finance. Donc tout ce qui est autour des voitures autonomes, tout ce qui est divertissement dans la voiture aussi, tout ce qui va avoir attrait aussi à l'expérience client en magasin, l'expérience client en ligne, les concepts un peu plus novateurs autour du Web3, de l'Internet décentralisé, d'autres sujets comme évidemment les métavers, quid de ces impacts-là, aussi bien pour les collaborateurs que pour les consommateurs. La santé aussi, on peut parler des tests ADN comme nouveau driver de la consommation. Donc c'est très très vaste, très très large. Et l'idée, c'est de pouvoir créer une histoire sur ce que sera le monde de la consommation de demain. Alors, on a déjà une veille quasiment au quotidien, via l'Internet, évidemment. On a évidemment ces salons que l'on couvre. Et donc, on va recroiser toutes ces informations-là. Après, on a aussi nos neurones, notre cerveau et notre expérience du sujet, parce qu'on couvre ces salons-là depuis plus d'une dizaine d'années. Donc, on voit aussi l'évolution, les tendances, peut-être 2-3 startups d'un thème émergent qui n'était pas présent les autres années. Donc, ça permet d'identifier des signaux faibles. On a effectivement cette lecture-là qui nous est propre à chacun, parce que l'intérêt... Et moi, ce que j'y vois à l'échangeur, c'est qu'en fait, on ne va pas fonctionner comme une société de consulting assez classique, on va dire, pour y être passé. On va vraiment s'engager, on va donner un point de vue très personnel, qui peut être complètement erroné. On ne détient pas les sciences infuses, ni la vérité sur le futur, sinon ça se saurait. Mais en tout cas, on s'engage sur une vision que l'on porte, que l'on croit. Puis après, il y a tout le pool des startups que l'on connaît aussi au fil des années, avec qui on échange, qui nous parlent de sujets émergents. Voilà, donc c'est vraiment tout un écosystème en fait qui permet d'analyser au mieux et plus finement ces tendances technologiques et de savoir ce qui est pertinent ou pas pertinent. Voilà, c'est assez concret. Cette manière d'ouvrir un champ d'investigation assez large se retrouve dans la démarche d'Olivier Desbier chez AXA. Et ce qui est très important, dans la manière de faire de la prospective, de toujours avoir cette ouverture, à la fois travailler avec des personnes externes, donc c'est pour ça qu'on aime bien échanger aussi avec des chercheurs. Moi, j'aime beaucoup aussi échanger avec d'autres personnes qui font de la prospective dans d'autres organisations. Et c'est aussi vrai lorsqu'on mène des études, des travaux, des publications. On aime bien organiser des ateliers avec des personnes qui ont des compétences et des expertises extrêmement diverses et variées. C'est une bonne manière, lorsqu'on regarde un objet, d'avoir le maximum d'éclairage possible et d'éviter qu'on ait des angles morts, en fait, sur des sujets ou des enjeux qui sont importants pour l'organisation. Fujitsu, la troisième entreprise à laquelle nous allons nous intéresser, ne sort pas de nulle part, puisqu'elle a soutenu la création de ce podcast. Dans son rapport au temps et à l'avenir, le fait que Fujitsu soit une multinationale japonaise n'est pas anodin, comme nous l'explique Bruno Cirletti, VP Cloud and Digital Business pour l'Europe de l'Ouest. Je dirais qu'il y a deux choses qui sont essentiellement différentes quand on regarde une entreprise japonaise. Donc la première, c'est s'inscrire sur le long terme. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans des entreprises américaines. Ce que j'ai vu, c'était affiché en grand le cours de l'action. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé, c'est-à-dire le cours de l'action est quelque chose de très important. On se positionne pour augmenter la valeur de l'action. Dans un groupe japonais, on ne m'a jamais parlé du cours de l'action de Fujitsu. Si je ne vais pas chercher l'information, personne ne m'en parlera jamais. Et il y a vraiment cette culture du long terme. Et par exemple, on travaille sur des plans à 3 ans, des plans à 5 ans. Même dans mes fonctions, on regarde toujours sur un temps long. Mais quand je travaillais dans un groupe américain et que la première fois, il y a eu un vice-président américain qui est venu me rencontrer, il m'a appelé, il m'a dit voilà Bruno, je vais être en France la semaine prochaine et je souhaiterais rencontrer ton plus gros client. Et la première fois où cela est arrivé chez Fujitsu, il y a un exécutif japonais qui a voulu venir en Italie. Il m'a appelé et la question qu'il m'a posée était « Quel est le client avec qui tu as une relation depuis le plus longtemps ? Je souhaiterais le rencontrer. » Et donc ça indique vraiment une approche complètement différente de comment on approche les clients. Ce qui est important, ce n'est pas le chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui avec un client, mais c'est la relation avec ce client sur le long terme. Mais en fait, je crois qu'il y a vraiment dans l'ADN japonais une volonté du bien commun. Donc déjà, c'est la culture asiatique qui est beaucoup plus orientée vers la collectivité que vers l'individualisme. Et donc, de ce fait, on voit vraiment une véritable volonté au sein de notre management japonais d'œuvrer pour le bien commun. Et il y a cette croyance, mais qui est solidement ancrée, que la technologie, et seule la technologie, permettra de résoudre un certain nombre de problèmes, comme la faim dans le monde, comme la décarbonation, et ce genre de problèmes. Donc vraiment, Fujitsu, en tant qu'entreprise, œuvre dans cette direction. Voyons maintenant comment se traduisent les démarches prospectives de nos 3 entreprises. Chez AXA, le risque est la matière première de l'assurance et on imagine à quel point prévoir l'avenir peut être valorisé, d'où le besoin, pour Olivier Desbier, d'anticiper les évolutions de la société, auxquelles s'ajoutent de gros investissements dans des travaux de recherche. Alors, je pense que la particularité du métier d'assureur, malgré tout, c'est que l'assurance, elle est partout. En fait, elle est vraiment partout. Et je vous le dis, surtout quand on est un acteur qui est assez important, on assure des particuliers, à la fois donc sur les
des biens immobiliers, leurs véhicules, la santé également, des petites entreprises et grandes entreprises. Donc en réalité, le principe de l'assurance d'ailleurs, c'est d'assurer des dommages potentiels qui pourraient arriver à l'avenir. Donc la démarche prospective finalement, elle est assez en lien avec notre activité. Et à notre département, ce qu'on essaie juste de faire, effectivement, c'est par contre de ne pas rentrer sur nos sujets par le risque, mais de rentrer sur une problématique qui est beaucoup plus large. Il ne faut pas réduire le monde à une somme de risques ou à une vision du risque. D'ailleurs, en plus, juste pour vos auditeurs, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est que les assureurs, ils ont un regard qui est assez ambivalent sur le risque, parce que à la fois, de nouveaux risques qui émergent sont de nouveaux business potentiels, c'est ça qu'on fait, donc de nouvelles opportunités aussi de protéger des individus, des entreprises. Mais il faut que ces risques ne soient pas trop importants ou trop systémiques, parce qu'à ce moment, on bascule dans un point où on sait qu'ils ne vont pas devenir vraiment assurables, ou en tout cas pas seulement par le secteur privé. Après, ce qui nous intéresse, effectivement, il faut qu'on comprenne quand même comment la société évolue pour pouvoir aussi être plus en phase avec l'attente de nos clients, plus en phase avec des besoins de protection. On va même essayer d'anticiper des nouveaux besoins de protection ou d'innover dans des services d'assurance. Nous, on a fait, alors depuis aussi 2019 en France, et le mouvement des Gilets jaunes, on a fait beaucoup d'études sur les attentes de la société par rapport au monde de l'entreprise. Donc, on avait commencé avec une note sur le futur de la cohésion sociale et des inégalités. On a fait donc un exercice de prospective avec des personas. On avait imaginé une dizaine de personas qui vivraient en 2030 et qui étaient exposés à différentes vulnérabilités, soit financières, soit climatiques, et en se demandant le rôle que pouvait apporter un assureur pour les aider à faire face à ces vulnérabilités. On a poursuivi un petit peu ces travaux-là, ensuite sur une note plus récente sur le futur de la RSE, et pour donner aussi un autre exemple, on a publié une note il y a quelques temps en interne sur la cancel culture et donc son impact sur les grandes organisations. Pour ce qui est des activités d'AXA avec la recherche, nous on a donc un outil qui s'appelle donc le Fonds AXA pour la recherche, qui existe depuis 2008. On a financé un très grand nombre de projets. On a investi en 10 ans environ 250 millions d'euros pour la recherche. On soutient à la fois des chaires de recherche, donc des grands programmes de recherche qui peuvent être sur des durées de 5, 10, 15 ans, même parfois au-delà. Et on soutient également des post-docs, donc ce sont des jeunes chercheurs, des gens qui viennent d'obtenir leur doctorat, et donc ils commencent véritablement leur carrière de chercheur, et on les soutient sur 2 ans. Généralement. Et donc, la manière dont on soutient la recherche, ce qui est important, c'est une démarche philanthropique. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on soutient quand même des projets de recherche qui ont un lien avec le risque. L'idée, c'est de mieux comprendre le risque, qui est le métier de l'assureur, mais on ne privatise pas les résultats de recherche. On veut simplement attirer les meilleurs chercheurs sur les sujets du risque, mais toutes les recherches que l'on finance sont ensuite accessibles à tout à chacun. En tant que fournisseur de technologies destinées à la sphère professionnelle, Fujitsu a orienté ses réflexions sur le futur du travail et du poste de travail, dont les fondamentaux ont été bouleversés par la pandémie et les aspirations des nouvelles générations, alors que l'IA, devenue incontournable, est source de fantasmes ou d'inquiétudes. Aujourd'hui, je crois que les aspirations des jeunes générations, des millennials, des digital natives, comme on les appelle, sont complètement différentes. Et de ce fait, il faut vraiment repenser le travail, il faut repenser le poste de travail. Donc Fujitsu a voulu, à la fois, je dirais, dans un but éducatif, mais également dans un but de comprendre nous-mêmes ce qui se passait, faire appel à un certain nombre de spécialistes de fonctions complètement différentes. Nous avons parlé à des psychologues, nous avons parlé à des personnes des ressources humaines, nous avons parlé même à des futurologues, à des personnes qui écrivent dans la science-fiction pour voir vraiment comment le travail est en train de changer. Aujourd'hui, il y a des tensions sur le marché du travail et si je regarde dans mon métier, si j'ai un architecte sécurité ou un architecte cloud, aujourd'hui, il ou elle peut choisir n'importe quel poste. C'est-à-dire, nous, en tant que recruteurs, devons être les plus attirants possibles pour ce genre de personnes pour qu'elles décident de joindre notre entreprise plutôt que d'aller ailleurs. Donc, le paradigme s'est complètement inversé. Donc, c'est très fort dans les métiers à fort contenu technologique aujourd'hui. Il y a effectivement plus de postes qu'il n'y a de personnes capables de pourvoir ces postes. Donc, nous, en tant que pourvoyeur de technologie, ce que l'on doit faire, et ce qui est important pour nous, c'est essayer de rendre le poste de travail attractif pour que des personnes puissent se réaliser au sein de leur poste de travail et ainsi être attirées par des entreprises. Aujourd'hui, il y a énormément d'axes de travail sur le futur du poste de travail et le futur du travail qui dépendent de la technologie. L'intelligence artificielle générative, c'est déjà là aujourd'hui, et je crois que le problème principal, c'est de mettre des limites. Donc on travaille énormément, on travaille même avec des psychologues, on travaille avec des personnes de différents milieux, parce qu'aujourd'hui, les gros problèmes de l'intelligence artificielle sont plus éthiques que technologiques. C'est-à-dire la technologie aujourd'hui a avancé très rapidement, et maintenant, je crois que le cadre législatif doit suivre et la partie éthique doit suivre. Un autre domaine important, c'est les données.
Aujourd'hui, on a énormément de données que l'on produit et c'est comment utiliser ces données pour améliorer son expérience au travail, pour améliorer l'expérience que l'on peut promouvoir auprès de ses clients. Et là encore, je dirais la plus grande problématique sont des problématiques de confidentialité et des problématiques liées à l'éthique. Je dirais ce sont les 3 grands axes sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. C'est données, intelligence artificielle et cybersécurité. L'Europe s'est posé les bonnes questions et essaye d'y répondre. Par contre, il y a vraiment un problème sur le temps que cela prend. C'est-à-dire que le temps de mettre d'accord tous les pays européens, la technologie a déjà changé et les problématiques ont également évolué. Donc là, je crois que les entreprises doivent pouvoir aider, mais c'est comment réussir à convaincre des entreprises que le bien commun est meilleur que leur profit immédiat. Comme le dit l'adage, on n'arrête pas le progrès, mais il n'empêche pas les interrogations, voire les craintes. Pourtant, les innovations technologiques se succèdent et finissent par ne plus faire débat. Alors plutôt que de résister, il vaut probablement mieux observer, anticiper et accompagner le mouvement. Nicolas Diacono, dont la prospective intéresse le secteur du commerce et de la distribution, prend l'exemple de l'automatisation et ses impacts sur l'emploi. Ce sujet d'automatisation, on va dire, des entrepôts, on le suit de moins près parce que c'est moins en rupture, on va dire, c'est devenu quelque chose de plus conventionnel. Mais c'est des vrais sujets, hein. Alors après, il y a différentes lectures. On peut se dire, oui, mais ça enlève de l'emploi, ou ça soulage les charges pas très sympathiques, en tout cas, de certains métiers. Donc c'est un débat. Mais après, c'est difficile de se positionner sur le sujet. Ce qui est certain, c'est que cette hyper-automatisation, en tout cas des process logistiques, elle est en marche. Je ne vois pas comment on peut en revenir en arrière là-dessus. Suivant les lectures aussi, encore une fois, il y a des acteurs qui prônent le fait que ça a des gains de productivité, évidemment, mais aussi même au niveau énergétique, sur la gestion des entrepôts. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça change les métiers, ça change même notre relation, nous, à l'emploi. Peut-être qu'à terme, si on a une vie hyper robotisée dans tous les pans, forcément, il y a des questions à se poser sur la rémunération, l'emploi et ainsi de suite. C'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir, en tout cas, il faut regarder de près pour imaginer tous ces impacts. Après, cette robotisation, elle existe dans l'automobile depuis une décennie, hein, enfin même plus. Donc, c'est pas nouveau, on l'a vu dans d'autres secteurs. Et il faut s'inspirer des autres secteurs pour savoir ce qui va arriver dans le futur dans son secteur à soi. Bruno Cirletti, vice-président Cloud and Digital Business pour l'Europe de l'Ouest chez Fujitsu. Mais il y a également d'autres contraintes. Donc l'automatisation qui était induite par l'informatique, elle s'est faite dans un premier temps sur les postes, je dirais, à faible valeur ajoutée, à contenu essentiellement manuel. C'était l'automatisation des tâches, la robotique, etc. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT, mais il y a d'autres technologies également qui font que cela arrive dans des postes à plus forte valeur ajoutée. Je crois que l'innovation technologique a toujours été accompagnée de grandes craintes. Effectivement, l'intelligence artificielle pose un risque, mais je ne crois pas que arrêter les choses soit la bonne réponse. Je crois que la réponse est de pouvoir avoir une gouvernance qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, mais je ne crois pas qu'il faille arrêter le progrès. C'est intéressant ce que dit Bruno, car en effet, il me semble que l'IA générative est la première innovation que l'on considère aujourd'hui comme une menace sur les emplois qualifiés. Allez savoir, c'est peut-être pour ça qu'on songe à l'encadrer rapidement. Nicolas Diacono a un regard plus nuancé sur la question et envisage plutôt une mutation des compétences qu'une disparition des métiers. Ce que ça change, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de questionnements sur « ouais, mais je vais être remplacé par l'intelligence artificielle et autres ». Je n'y crois pas du tout. Ce qui va être vrai, c'est qu'il va falloir avoir des profils qui comprennent les fondements de cette intelligence artificielle pour la rendre efficace et être soi-même efficace. Donc, on n'est plutôt pas dans on va dire une concurrence via de l'AI, mais plutôt une concurrence avec des personnes qui maîtrisent ces intelligences artificielles. Donc, c'est une autre façon de revoir son métier. Peut-être que aussi on va mettre sur le devant de la scène les métiers littéraires, parce que si faire des requêtes textuelles, ça demande une maîtrise de la langue, et donc peut-être plus des mathématiques et du code. Donc c'est peut-être des changements, hein. On peut imaginer que demain, eh bien, dans 10-15 ans, les stars de la tech seront des bacs littéraires et non plus des gens qui maîtriseront les mathématiques. Alors, je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, on peut se projeter là-dessus. Et c'est assez intéressant d'ailleurs de repenser tout ça. La maîtrise de la sémantique va devenir clé. Donc, on voit que ça a une mutation en fait des compétences qui arrivent. Bruno Cirletti, Fujitsu. Un des plus gros problèmes, c'est un problème de formation des salariés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des études, ça va nous aider pendant les 5 années qui viennent, et ensuite, il faudra se requalifier parce que la technologie va être différente. Donc, quel que soit le métier sur lequel on est, on devrait être en apprentissage permanent. Donc, c'est une responsabilité qui pourrait être une responsabilité personnelle, individuelle, ça pourrait être une responsabilité de l'État et ça pourrait être une responsabilité des entreprises. Donc, moi, en tant que responsable dans une entreprise, je vois l'axe entreprise comme un axe très important. Après, l'État devrait également se positionner parce que les entreprises vont évidemment se focaliser sur leurs salariés.
Le résultat pourrait être une augmentation du fossé digital qui va se créer. Il y aura ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et ce fossé va se créer. Si on laisse uniquement les entreprises en charge de former les personnes à ces nouvelles technologies, il y a évidemment ce risque. Au-delà de la formation et des métiers, Nicolas Diacono mesure aussi le potentiel des nouveaux usages numériques d'un point de vue RH. Il y a un deuxième pan qui est autour de l'écosystème Web3, où en fait on se rend compte que quelque part, on a un outil formidable grâce à la blockchain pour lutter contre la fraude. Et donc là, je parle dans les notions de recrutement, la fraude au faux CV, la fraude au faux papier, la fraude au faux diplôme. Et du coup, tout ça, ça apporte une transparence et ça change aussi les modèles de recrutement. On peut imaginer aussi derrière avoir des nouveaux modèles de gouvernance dans les entreprises. Imaginons, je suis une entreprise lambda, chaque mois, en complément du salaire, je vais rémunérer quelque part où je vais envoyer des jetons de gouvernance à mes collaborateurs en fonction de leur investissement dans la vie de l'entreprise, dans les projets de l'entreprise. Et ce jeton de gouvernance, la personne qui en a le plus tous les mois pourra peut-être siéger au COMEX ou au CODIA et apporter sa vision. Donc on est loin du buzz des NFT avec le côté très artistique et spéculatif des Bored Ape Yacht Club, par exemple. Le Bored Ape Yacht Club est une collection d'œuvres graphiques vendues sous forme de NFT dont le cours s'est envolé avant d'être victime de piratage. Là, on est vraiment sur des cas d'usage très concrets. On a aussi la formation interne. On peut avoir un justificatif qui soit enregistré dans la blockchain pour avoir participé à une formation, avoir validé cette formation-là. Et du coup, c'est des éléments qui sont valorisables à l'extérieur pour un collaborateur ou dans une mobilité interne dans un grand groupe, avec toutes ces logiques de traçabilité. Pour moi, il y a un vrai changement, même au niveau RH, sur la gestion, le management des carrières, grâce à des technologies comme la blockchain. La blockchain utilisée comme un outil de management, je ne l'avais pas vraiment vu venir. Et c'est bien la preuve qu'il faut garder un esprit ouvert quand on veut imaginer le futur. L'impossible, c'est souvent ce qu'il y a de plus probable. C'est vrai que souvent dans la tech, on peut paraître pour des fous, des farfelus, raconter n'importe quoi, parler de métaverse, oui, ça n'arrivera jamais, et ainsi de suite. En fait, si on reprend ce qui s'est passé ces dernières années, pandémie mondiale, lockdown, guerre en Europe avec l'Ukraine, il y a 5 ans, où j'aurais dit ça, vous m'auriez pris pour un fou. Malheureusement, c'est arrivé. Donc, il faut toujours avoir en tête que tout peut arriver. Même le plus farfelu, des fois le plus dingue, ça peut arriver. Et je pense que c'est avec cet état d'esprit, en tout cas, qu'on peut innover le mieux et appréhender au mieux les mutations de la vie, les mutations de la tech, de tout ce qui peut arriver. Ce que je retiens des réflexions de nos invités, c'est que l'exercice prospectif doit s'adapter au sujet qu'il étudie. Il est indispensable d'élargir le champ de ses consultations pour débusquer les angles morts, tout en croisant ses sources d'informations pour fiabiliser son process. Pour autant, l'exemple de Fujitsu nous montre à quel point l'héritage culturel peut inspirer la philosophie d'une entreprise à s'inscrire dans le temps long. À chaque entreprise, ses spécificités et son angle de vue prospectif. Par ailleurs, si ces études l'intéressent au premier chef, l'entreprise peut œuvrer pour le bien commun en adoptant une démarche philanthropique afin d'encourager la recherche et partager ses connaissances. Pour le futur du travail, qui nous concerne ici, on voit à quel point des événements extérieurs, les aspirations des nouvelles générations ou le progrès technique peuvent durablement rebattre les cartes. L'IA, le Web3 ou la blockchain, qui intriguent, fascinent ou parfois inquiètent, portent en eux les germes de nouveaux usages, de nouveaux métiers ou d'une mutation des compétences. Cela confirme notamment des besoins accrus en formation à titre individuel, à la charge des entreprises et ou de l'État, pour se prémunir des fractures numériques entre actifs. Enfin, malgré toutes les connaissances et analyses que l'on peut accumuler pour imaginer l'avenir, je retiens qu'il faut malgré tout rester humble, car on peut être surpris parce qu'on imaginait impossible. Pour échanger sur ces sujets, retrouvez Génération Alpha sur sa page LinkedIn. Et si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre application d'écoute préférée, attribuez-lui 5 étoiles et un commentaire si elle le permet, et surtout, parlez-en autour de vous. Ce podcast est produit avec le soutien de Fujitsu, comité éditorial Nejma Messaoudi, Bruno Pinon, Carlos Freitas et Anaïs Abdaoui, préparation Séverine Godet, production Hervé Obolt et Stéréolab. J'espère vous retrouver bientôt pour continuer d'explorer le futur. D'ici là, travaillez bien et souvenez-vous de ce que nous réserve l'avenir.